Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Éric Revel. Bonjour Éric. Chère Valérie, mesdames, messieurs, bonjour. Journaliste, éditorialiste, on vous retrouve évidemment tous les matins sur Sud Radio à 7h20 pour le Grand Matin Sud Radio. Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Thomas Elexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à vous. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique. On va évidemment parler de la marche contre l'antisémitisme. Ça tourne à la farce et au ridicule. On en parlera évidemment. Israël, Hamas, les Français semblent moins concernés par le conflit. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Et puis, dans le cadre de la loi immigration, le Sénat vote la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. Mais on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Sophie. Mais volontiers. Ouais. Alors là, je vais redescendre sur terre, penser à nos salariés, à nos entreprises, c'est mon boulot. Je suis quand même scotchée parce que nous avons un chef d'entreprise qui, comme énormément de chefs d'entreprise depuis des années, prête à la fin du mois 1 000 € à un salarié qui n'a pas un rond pour payer son loyer. Normal. Il prête 1 000 €. Évidemment, il prête 1 000 € sans aucun prélèvement là-dessus. Eh bien, figurez-vous que c'est retoqué par l'URSSAF. Parce que il aurait dû y avoir des intérêts si c'était une banque qui avait prêté. C'est un avantage à nature. Et le chef d'entreprise doit reverser une somme, ça dépend enfin du contrôle, et ça depuis des années. Vous ne pouvez pas prêter gratuitement 1 000 € à votre salarié qui peut pas finir son mois. Eh bien, c'est un scandale. Et alors, on l'a dénoncé plusieurs fois, il va y avoir des nouvelles assises de la simplification, et je ne peux plus supporter quand j'entends assises de la simplification, oui, même si ça fait peur, et pourtant, je pense que franchement, le ministre des Finances fait ce qu'il faut, il essaie, etc. Je crois qu'il n'a même pas de pouvoir sur Bercy. Et c'est vraiment honteux. Ouais, je veux dire, tous ceux qui nous écoutent, mais c'est sans arrêt. J'en ai un ici. C'est-à-dire quand on demande une avance de salaire, non, oui, c'est pas une avance, c'est pas une avance, c'est un prêt. Non, une avance, ce serait pas. Non, une avance, non, c'est un prêt. J'ai pas de quoi, et tout le monde prête. Chère Sophie, je comprends ce que vous dites. Bon, ça paraît complètement aberrant, etc. Bon, alors je vais pas conseiller à votre copain patron de payer au black le loyer la prochaine fois, mais quand même, je comprends. Je comprends l'idée, mais oui, pourquoi ? Parce que vous donnez 1 000 € aujourd'hui, sur lequel il se passe rien, il n'y a pas de taux d'intérêt, il le prête. Et demain, ça peut être 10 000, 100 000. En fait, la loi est extrêmement rigoureuse sur ce genre de choses. Qu'on limite si c'est 100 000. Alors, non, mais d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que mais et je suis plutôt libéral, chère Sophie. Je sais, bon, vous me connaissez, mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit l'autre jour à l'antenne. Voilà. mais là, si vous voulez, si vous faites ça, si vous permettez ça, que ce soit un patron ou pas d'ailleurs. Vous savez que les dons manuels dans les familles sont extrêmement encadrés par les gens. Et en cas d'héritage, vous êtes obligé si vous avez reçu un don manuel de vos parents, de vos grands-parents, de le déclarer. Éric, il y a quand même. C'est lourd, mais c'est la fiscalité. Non, mais je comprends. Mais la fiscalité française, c'est un drame, d'abord. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je peux comprendre qu'il y ait des abus. C'est des PME qui font ça. Et je vous garantis, c'est pas Total qui va aller prêter, ou en tout cas, il y a des processus, etc. C'est une PME. Le mec, il a pas de quoi. On a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui en France. On le sait très bien. On demande aux supermarchés de faire des efforts. Et quand vous prêtez 1 000 ou 2 000 € à votre salarié en faisant bien attention au moment où il va vous le rendre, vous avez un contrôleur SAP, vous êtes retoqué. C'est juste pas possible. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, je n'ai pas eu le temps d'en parler hier. Il y avait un dossier absolument passionnant dans le Figaro sur notre nullité en maths, en particulier chez les élèves. Vous l'avez lu, Judith. Quand on pose la question à des élèves de CM2, combien y a-t-il de quart d'heure dans 3 quarts d'heure ? Eh ben, la moitié ne connaissent pas la réponse. Les nombres décimaux et les fractions n'ont aucun sens. Il raconte l'histoire de Burger King qui avait voulu faire. Excusez-moi, mais la femme d'un de mes très bons copains ne savait pas non plus. Ah bon. Non, changer de copain, Sophie. Oui, il y a les faits qu'elle change de femme. Il y a les faits quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Oui, c'est ça. Mais
Quand il est tombé dans le goudron. Réponse blanc, parce que le goudron n'existait pas à l'époque d'Henri IV. Bravo, un peu de légèreté. Au-delà, mais ce dossier était incroyable, Judith. Au-delà de ça, ça fait 20 ans Bien sûr. que le niveau baisse, et ça fait 20 ans que prononcer la phrase « le niveau baisse » vous expose à la vindicte. Mais ça, c'est de la bêtise, c'est pas le niveau Je peux baisse. finir, Sophie ? Laissez-la terminer. À la vindicte du corps enseignant, de certaines associations de parents d'élèves et de ministres éventuellement, qui vous expliquent que ce qu'on a peut-être perdu dans les apprentissages bêtes et méchants, on l'a tellement récupéré en termes de créativité que vraiment, il faut se réjouir de la dégringolade de la France dans les classements internationaux. Ça fait 20 ans que ça dure. Attendez, laissez terminer, Judith. Décidément. Ça fait 20 ans qu'on attend le ministre. J'espère que Gabriel Attal sera celui-là, qui ne se contentera pas de dire il faut revenir aux fondamentaux, parce qu'on a entendu Chevènement on les a tous entendus dans dire les ça, années 80, on les a tous entendus dire ça, et ça n'est jamais entré dans les faits de l'enseignement. Alors, Eric. Alors juste, Sophie a la parole tout de suite. Moi, ça me choque pas de dire et de répéter, et tant pis si le corps enseignant le prend mal, mais à force de dire que le niveau baisse, vous savez, ça touche tout le monde. Ben oui. Et ça touche particulièrement les députés de cette nouvelle Assemblée nationale. Ben oui, à force de dire que le niveau baisse, ça finit par toucher les députés, les élites, les gens qui décident. Les jeunes comme vous, Thomas. Voilà. Et juste un tout petit mot quand même sur cette Sophie. anecdote qui est amusante. Judith, je pense que c'est de la bêtise. Parce que il y a combien, voilà, c'est même pas, le niveau baisse, c'est vrai, tout ce que vous avez dit est exact, mais demandez il y a combien de quarts d'heure, dans 3 quarts d'heure, c'était quoi la question? Oui. Je veux dire, c'est juste un manque de réflexion. Et ce qui est grave aussi, c'est qu'ils ne savent plus réfléchir. Oui. Enfin, la aussi. femme de mon copain Là, non plus. Oui. Thomas, sur ce... C'est effectivement la baisse du niveau, et puis Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité parentale qu'on ne développe pas assez. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, ils sont très très bébés, mais pour l'instant, je lutte contre les iPhones, les iPads, les télés à la maison. Il n'y a même pas la télé à la maison. Mais quand je vois les parents dans les restaurants, les week-ends, le soir chez eux, qui pour avoir de la tranquillité, de la liberté, donnent l'iPad, l'iPhone à l'enfant comme un repoussoir presque, en disant tiens, occupe-toi. Ou quand je vois dans les scènes de restaurants où au lieu de repas de famille, on met l'iPad avec Choupi sur la table du restaurant, je me dis que ça participe quand même au fait que l'enfant est moins ouvert, il y a moins un contrôle parental sur l'éducation, l'instruction de l'enfant, et ce qui se passe à la maison, c'est aussi important aussi parfois que ce qui peut se passer à l'école. Oui, sauf que vous avez raison, mais l'apprentissage de la lecture, c'est vraiment le travail de l'école. Et on ne peut pas faire l'impasse sur le changement de méthode. Cette fameuse méthode globale, aujourd'hui semi-globale, qui soi-disant, quand on écoute la plupart des syndicats de profs, pas tous, la plupart, n'existe pas. J'avais lu, je le répète souvent cette anecdote, mais sur un tweet d'un enseignant qui surveillait le bac et qui disait les élèves qui passent le bac, donc c'était l'année dernière en juin, donc 17 ans, 18 ans, ne pouvaient pas lire l'heure sur la pendule dans la salle de classe, en chiffres romains, c'est-à-dire une pendule qui n'est pas numérique, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ne pouvaient pas lire. J'ai posé la question à un enseignant qui m'a dit mais non, mais c'est pas possible. Et il a fait le test dans sa classe de 5e. Il y en avait un qui savait lire l'heure sur une pendule. Oui, mais c'est un délitement général. Oui, non, bon, voilà. À lire dans le Figaro, en tout cas. Mais les parents, je suis entièrement d'accord. Si les parents s'y mettent pas, on peut pas tout attendre. Mais il faut s'y mettre. Oui, mais il y a aussi un problème d'enseignement quand même qui est très, très net. Là, on parle des maths, mais on peut parler du français. Ils ont prolongé jusqu'en septembre pour le recrutement de profs, là, pour 2024. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va évidemment parler de cette marche contre l'antisémitisme de dimanche et on va évidemment revenir également sur le conflit israélo-palestinien. Tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Éric Revel, éditorialiste, journaliste politique. On vous retrouve tous les matins à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio, absolument. Et on est ravis de vous accueillir pour la première fois quand même le 9 novembre dans l'émission. Bah, vous rigolez ou quoi? Non, vous n'étiez pas venu? Si, bien sûr que si, je suis dans venu ce depuis studio, la rentrée. si Dans ce studio, peut-être pas. Ouais, voilà, studio. Oui, mais dans ce studio, il faut dire que vous êtes superment bien installé. Absolument, on a des très beaux studios. C'est CNN. Je suis Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Thomas Elexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, la marche contre l'antisémitisme, une impossible union. Israël, Hamas, les Français semblent moins concernés par le conflit et le Sénat qui vote la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. On continue notre tour de table et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Judith. Vous vouliez faire un coup de cœur. Eh oui, pour un vert, une fois n'est pas coutume, pour David Cormand, qui est ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts et qui est aujourd'hui député européen, qui a fait un tweet que je vous lis. Alors j'entends, ouvrez les guillemets, marcher contre l'antisémitisme en présence du RN, jamais. Vous savez, c'est le discours de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est son deuxième discours, parce que dans son premier discours, il avait parlé d'une manif de soutien au nettoyage ethnique perpétré par Israël à Gaza. Pourtant, poursuit David Cormand, on l'a fait en 2018 en hommage à Mireille Knoll. Leur présence me dégoûtait et me dégoûte, il parle du RN, mais moins que de devoir renoncer à marcher en solidarité avec les Juifs à cause des fachos. Alors ce tweet pose plusieurs questions, notamment est-ce qu'on peut continuer à trouver que l'antisémitisme en France est l'œuvre des fachos qui, dans l'esprit de David Cormand, sont évidemment le RN et ses électeurs, mais néanmoins, il a la bonne hiérarchie. Non, mais c'est... lutter contre l'antisémitisme, c'est plus important que tout le reste, que la base politique aérienne à laquelle se livre à peu près tout le monde. On va y revenir parce que c'est effectivement le fond de ce qui se passe sur cette marche qui est en train de tourner au fiasco avec le gouvernement. Hier, Monsieur Véran, Emmanuel Macron, j'espère qu'on va en parler aussi. C'est ce que j'ai absolument. On va en reparler. On va continuer le tour de table avec de nos coups de cœur et coups de gueule. Thomas Elexhauser, ça concerne le conflit. Oui, un coup de gueule sur le conflit et notamment le traitement par les médias français de ce conflit. Alors, je suis pas journaliste. Vous l'êtes autour de la table et peut-être pas moi. Que vous pourrez en tout cas certains m'éclairer. Je suis quand même un peu surpris et parfois choqué de la manière dont les médias français gèrent le conflit à Gaza. On se base quasiment exclusivement sur les chiffres du Hamas quand il s'agit de traiter le nombre de morts et repris par les médias, le nombre de morts sur la bande de Gaza. Qui annonce d'ailleurs plus de 10 000 victimes civiles. Toute victime civile, bien sûr, est une tragédie. Mais j'ai beaucoup de mal, l'autre jour j'écoutais France Info, qui évoquait directement comme une actualité, une information au journal, le Hamas vient d'annoncer une attaque d'Israël avec tant de morts. Les chiffres sont communiqués par le ministère de la Santé du Hamas. Comment est-ce qu'on peut estimer et annoncer sur le service public français des faits d'actualité présentés instantanément dont la seule source émane du gouvernement ou de la pseudo-organisation institutionnelle, entre guillemets, du Hamas. Je ne sais pas comment prendre cet état de fait. Je partage la question avec les personnes sur le plateau. Je ne sais pas comment on peut se faire une opinion et comment on peut traiter l'information dans cette situation. Moi aussi, j'étais dans ma voiture et je zappe beaucoup, entendu un bulletin d'information sur cette chaîne que vous évoquez qui disait le bilan s'établit à 1400 morts pour Israël et 10 000 morts pour les Palestiniens, selon le Hamas. Enfin, mais c'était donné sur le même plan. Sur le même plan. C'est-à-dire qu'il y avait... En fait, c'est selon les autorités israéliennes et selon le Hamas. La formule consacrée sur France Inter. Il n'y a pas de nuance. Je suis vraiment très surpris et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut, avec autant de légèreté, placer sur le même plan un gouvernement élu démocratiquement qui est le gouvernement hébreu, un pays
pays démocratique, une démocratie, avec les autorités... Avec une presse libre et ô combien contestatrice. Bien sûr. Et on nous dit en plus que pendant 2 semaines quand même, l'Israël a dit quitter le nord de la bande de Gaza, nous allons intervenir, quitter. J'ai cru voir quelques papiers disant que le Hamas prenait les clés des voitures aux habitants de la bande de Gaza pour ne pas qu'ils se déplacent et pour qu'ils restent sur place comme bouclier humain. Ça, je l'ai vu un peu, mais on l'a pas vu beaucoup. Et je ne sais pas comment l'information est traitée. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Un mot, Eric, vous qui avez dirigé LCI, entre autres. Bon, d'abord, la communication en temps de guerre, de part et d'autre, c'est une arme à destruction massive des opinions publiques. Bon, voilà. Maintenant, évidemment, je ne mets pas sur le même plan les chiffres donnés par le Hamas et par Israël. Bon, demander aux Palestiniens de partir, oui, mais pour aller où, hein? Bon, personne ne les veut. Bon, les personne n'en veut. Mais sur le service public, pardonnez-moi, moi, si je trouvais un éditeur, je ferais un florilège de ce que j'entends sur Inter et Info. Parce que, franchement... C'est incroyable. Mais c'est de la folie. C'est surtout de la part de gens qui donnent des leçons de déontologie journalistique. Mais, par exemple, là, puisqu'on va parler de la manif de dimanche contre l'antisémitisme, j'ai fait un tweet où j'ai remarqué que c'était à 7h30 hier matin. La personne disait, le journaliste disait, j'ai pas retenu son nom, sinon je le donnerais. Hein. Bon, moi, ça va, j'ai passé l'âge. Elle disait, bon, voilà, il y a une manif contre l'antisémitisme. En gros, personne ne veut du Rassemblement national, mais pas un mot sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait vous donnez rendez-vous aux massacreurs. Pas un mot. Bon, eh ben, ça, si vous voulez, par idéologie. Oui, mais c'est par idéologie. Mais vous savez, c'est au nom de la liberté d'expression, on ne peut rien dire au service public. Mais en réalité, il y a une espèce d'omission volontaire dans le traitement de l'info. C'est-à-dire que ce qui est dit est juste. Non, pas forcément. Non, mais sur le sujet de 7h30 du matin, c'est-à-dire, il y a une manif contre l'antisémitisme qui part du Sénat, qui va à l'Assemblée nationale ou le contraire dimanche, ça c'est juste. Deuxième partie, il y a un sujet avec le RN dont certains ne voudraient pas que, ça c'est juste, mais la fin, il n'y a pas. Il n'y a pas, mais Mélenchon a... Donc ce traitement de l'information par omission idéologique est absolument scandaleux parce qu'on paye tous ce service. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a, rappelons-nous, les comiques de France Info, du service public. Et je le dis parce que c'est en dehors de ça, il n'y a pas que pour ce conflit. Figurez-vous que à la fête des entreprises, j'aime ma boîte, il y a eu un sketch qui disait, sur la fête des entreprises, c'est le jour où les patrons peuvent enculer les salariés. C'est le service public français. Oui. J'ai écrit partout. On m'a dit c'est de l'humour. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a ils se laissent aller à une idéologie qui est voilà complète. Souvenez-vous de la chanson sur Jésus-Christ sur France Inter, absolument scandaleuse. Mais franchement. Non, mais c'est inadmissible. Mais pourquoi on supporte ça? Après, on peut pas avoir manifesté. Parce que l'Arcom ne fait pas son travail. Nous sommes tous Charlie. On peut pas. Mais là aussi, il y a de l'omission. Est-ce qu'il ferait la même chose avec toutes les religions? C'est encore autre chose. Courage, messieurs, mesdames de France Inter. Moi, je veux bien. J'attends beaucoup. C'est encore autre chose. Moi, je suis très sensible à ce que dit Thomas parce que c'est un travail. De tous les instants en fait de couvrir et de commenter un conflit comme celui-là. Oui. Personne n'est à l'abri d'une erreur, mais comme vous le dites, les erreurs sont systématiquement dans le même sens dans le service public qui délivre une info largement partiale. Moi j'ai fait plusieurs papiers consacrés à l'AFP, l'agence France-Presse. Qui est également largement alimenté par l'argent du contribuable. Qui n'emploie pas le mot de terroriste, jamais. Et qui s'en défend. Puisque plus d'un tiers de son chiffre d'affaires vient des abonnements des institutionnels français. Et qui, en fait, l'histoire est partie du fait qu'il n'y a pas eu de factuel de l'AFP, c'est-à-dire un papier qui relate les faits, tout bêtement, sur le film de 46 minutes montrant les images d'atrocités filmées par les terroristes du Hamas eux-mêmes. Or, le bureau de Jérusalem a envoyé quelqu'un qui voulait faire un papier et la direction a jugé que ce film sur les atrocités n'apportait pas d'informations nouvelles. Par ailleurs, l'AFP défend le fait de ne pas qualifier le Hamas de
terroriste, car m'a dit son responsable, le responsable de l'information, Monsieur Chetwin, le mot est galvaudé, le mot a perdu son sens. On ne sait plus ce que c'est qu'un terroriste. Le Hamas est juste qualifié de terroriste par les États-Unis, l'Union européenne, la France, peut être qualifié d'attentat terroriste. Je tiens à dire que ces papiers que j'ai faits, je les ai faits évidemment grâce à des sources internes à l'AFP, 2 journalistes honnêtes et intègres de l'AFP qui étaient scandalisés par les différentes séquences et par le fait qu'il soit proscrit. Le mot terroriste est proscrit, hein. C'est écrit dans le guide des bonnes pratiques que l'AFP, la direction de l'AFP a rappelé. Je savais en direct les conflits à l'intérieur, et en fait, ce qui embêtait vraiment l'AFP, c'est que les gens à l'intérieur fassent sortir ça à l'extérieur. Ça concerne tous les Français. Mais ça concerne aussi le mot de terroriste qu'ils ne veulent appliquer à personne. De même d'ailleurs, accessoirement, que Médecins sans frontières, que Amnesty International. Eric, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Je vais vous faire une petite citation. Parce qu'il faut, en ce 9 novembre, y penser, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. Le 9 novembre 1970, nous disions adieu au général de Gaulle. Absolument. Et on marque une pause, et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby, parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, et nous allons parler de cette marche. Donc j'ai un auditeur qui depuis hier me reproche de n'avoir que des propos qui vont dans le sens d'Israël, qui me dit que les Palestiniens sont les victimes. Je pense que personne n'a nié le malheur et le drame des Palestiniens ici, bien évidemment, sauf qu'il y a quand même une attaque qui a été particulièrement monstrueuse, une attaque terroriste. Donc après, quand c'est la guerre entre 2 États, et c'est vrai quand on dit les bombardements sur Gaza, enfin, souvenez-vous de Dresde, souvenez-vous des bombardements de Berlin, de ce qui reste de ville quand on est dans une guerre. Et moi, je voulais redire ce que j'ai déjà dit ici, c'est-à-dire que je m'étonne de la mobilisation pour les Gazaouis, et qu'on ne s'inquiète pas des Rohingyas, qu'on ne s'inquiète pas de ces des Ouïghours, qu'on ne s'inquiète pas au Darfour du massacre de Noirs. Ce sont des musulmans, ce sont des gens qui sont exterminés, qui vivent, je pense aux Afghans, qu'on va renvoyer du Pakistan, qu'on va remettre aux mains des talibans, et qui sont promis à un avenir plutôt funeste. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à ces musulmans-là? Pourquoi on ne s'intéresse pas à eux? Je veux dire, il y a quand même de l'épuration ethnique dans certains pays en ce qui concerne les musulmans. De votre avis, on a l'impression que le monde va horriblement mal, et c'est très traumatisant. C'est pas une impression. Mais c'est pas une impression. Mais il y a quelque chose aussi de grave, et qu'il faut dire, c'est qu'on est à saturation d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et j'ai écrit un papier là-dessus, je me suis fait engueuler, ou stop, il faut arrêter. Je veux plus qu'on me montre des bébés sur les réseaux sociaux dans un four, c'est insoutenable. Et je pense que entretenir et je comprends, il faut défendre toutes ces populations, etc. Mais entretenir ce conflit permanent fait que, les Français finissent par s'intéresser moins à la chose, parce que ils regardent plus. Je rencontre des gens partout au bureau, etc. Ils disent, je ne regarde plus la télé. Il y a un moment où on a une saturation émotionnelle, c'est humain. Donc on n'arrive pas à désespérer pour tout le monde. Peut-être qu'ils prennent conscience que ce qui est en train de se passer les concerne aussi. Alors moi, je vais dire plusieurs choses. Je comprends ce que dit Sophie de Menton, mais justement, il faut toujours avoir de l'émotion en réserve. Parce que sinon, on finira par s'habituer aux horreurs du monde. Deux choses. Première chose, le Hamas, qui est un groupe terroriste, a une idée en tête, comme Daesh, comme l'État islamique. C'est une guerre religieuse, civilisationnelle, en face de laquelle, cette guerre, il y a l'Occident, il y a un certain nombre de pays aussi, qui peuvent être des pays arabes. Donc c'est pas seulement une question israélienne, c'est une question mondiale. Première chose. Deuxième chose, moi j'ai été le premier, peut-être trop tôt, à dire
Monsieur Netanyahou devra rendre des comptes. Il devra expliquer pourquoi le Mossad n'a rien vu venir. Apparemment, il avait venir et il n'a pas été entendu. Il n'aurait pas été entendu. Bon, tout ça mériterait l'explication. Donc vous entendez, auditeurs qui nous disent tout le monde soutient Netanyahou, nous ne soutenons pas Netanyahou, tout le monde hier a condamné. Personne ne soutient Netanyahou. Pourquoi il y a eu une colonisation continue d'Israël en Cisjordanie? Tout ça, ces sujets-là, il faudra les mettre sur la table, parce que sinon, on ne pourra jamais passer l'étape d'après. Et puis, je rajoute qu'on peut éradiquer le Hamas, et c'est souhaitable, mais le plus compliqué, c'est d'éradiquer une idéologie. Bien sûr. Et ça, c'est pas la même chose. Enfin, dernier point, j'en parlais hier avec monsieur l'historien Georges Bensoussan. Et j'ai eu cette saillie et je pensais qu'il allait me dire, mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et en fait, il m'a dit, vous avez raison. La chose est la suivante. C'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, il faut bien que les gens prennent conscience de ça. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est presque pire que la solution finale. Non pas en termes de nombre de personnes. Je vous explique. Quand vous mettez des gens dans des chambres à gaz, vous industrialisez la solution finale. Vous ne les touchez pas. Écoutez bien. Ce qu'ont fait les gens du Hamas, en décapitant des gens, c'est au niveau de l'acte, pas de du volume, de la quantité, au niveau de l'acte. C'est d'une barbarie supérieure. Enfin, et les essais médicaux... Oui, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Écoutez. Ce qu'ont fait les gens du Hamas... D'ailleurs, il y a tout un débat. Est-ce que ça va être diffusé ou pas, cette fameuse vidéo à l'Assemblée nationale? Moi, j'ai vu des extraits. Je peux vous dire que on a eu des témoignages à la libération des camps, ce que les Juifs avaient vécu dans ces camps de concentration, grâce aux Américains, grâce aux Russes, qui ont tourné les images, parce qu'il y avait déjà des complotistes qui disaient « ça n'a pas existé ». Mais ce que j'ai vu sur ces vidéos, pardonnez-moi, et là, c'est pas de l'émotion, c'est une colère infinie. Ce sont des actes, je vais vous dire, que même des animaux ne feraient pas. Un lion, une lionne tue pour manger. Ce qu'on a vu là, des gens démembrés, des gens dont la tête est décapitée à coups de binette par des gens du Hamas. C'est juste. Oui, mais Eric, je suis entièrement d'accord. Et c'est pas être contre les Palestiniens que de dire ça. Non. Je pense au peuple palestinien. Mais il ne faut pas utiliser. Et qui sont les otages du Hamas. Il ne faut pas utiliser une violence qui, d'une façon quelconque, puisse, par certains, être assimilés à des méthodes comparables. Donc je pense que la montée de cette cruauté des deux côtés est dramatique. Et je comprends, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, ils ont le droit de se venger, regardez ce qu'on a vu ». Eh ben non, c'est pas parce qu'on a vu ça qu'on a le droit à une vengeance illimitée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas exterminer le Hamas. Sophie, comment fait-on pour exterminer le Hamas sans malheureusement toucher et frapper et tuer des gens qui ne sont strictement pour rien? Et ben voilà, vous avez vous-même répondu à la question que vous avez posée. Thomas, puis après on va parler de la marche. Si je peux évoquer la marche si vous le voulez. Je voulais juste dire quand même que nous avons plusieurs dizaines de nos compatriotes qui ont été victimes dans cette 40 monstruosité, et que en effet les vidéos et le travail est important d'expliquer, de montrer, parce que je pense que les gens, on n'a pas encore compris la violence inouïe, le déchaînement inouï qui s'est passé ce jour-là, et des choses que je peux même pas dire facilement à la radio tellement c'est épouvantable. Concernant la marche, je suis vraiment très triste de comment le débat public français évolue. Parce que le 11 janvier 2015, c'était quelques jours après Charlie, le monde entier est venu défiler à Paris. Et nous avions Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou qui étaient quasiment côte à côte, encerclés par Matteo Renzi, Angela Merkel, etc. Et le monde entier est venu défiler à Paris, et le monde entier a regardé Paris, et la France qui s'est levée avec 4 millions de Français qui ont défilé. Et là, les polémiques et les débats que nous avons sur la marche qui est proposée dimanche conjointement par les deux présidents des chambres hautes me scandalise beaucoup, parce que quand même il faut que l'on mette des mots et que l'on témoigne de notre lutte sans fin contre cette violence et contre cette guerre de civilisation qui est menée contre la population juive, qui a quand même suffisamment souffert dans l'histoire de l'humanité.
Oui, enfin, c'est pour revenir à la marche. Moi, je voudrais faire un coup de cœur à Elisabeth Lévy, que vous retrouvez tous les matins sur Sud Radio. Elle dit: Monsieur Véran affirme, au nom du gouvernement, on suppose que le RN n'a pas sa place dans la marche de dimanche. Visiblement, il est plus important d'exhiber sa belle âme que de montrer qu'une France unie face à l'antisémitisme. Je ne vais pas vous dire plus. C'est pour ça que je rendais hommage à David Cormand, qui lui sait faire la hiérarchie. La classe politique se déshonore à choisir qui a le droit de manifester antisémite. Oui, absolument. Parce que la question, c'est celle de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on met au-dessus? Absolument. David Cormand met au-dessus la lutte contre l'antisémitisme. Mais comment on en arrive là? Comment on en arrive à ce ridicule? Enfin, moi, je trouve que c'est la classe politique qui se déshonore. Ridicule et qui se déshonore. Savez, moi, je trouve que on peut aussi englober Emmanuel Macron. Il y a deux prises de parole du président de la République qui m'ont choquée. La première date d'il y a quelques jours, quand il a dit une vie palestinienne vaut une vie israélienne, comme si quelqu'un l'avait contesté. Donc en fait, il a suscité une polémique qui n'existait pas, puisque tout ça est parti d'un extrait, d'une déclaration d'une chronique de Caroline Fourest sur LCI, déformée par l'expert Pascal Boniface. Donc la polémique n'existait pas. Emmanuel Macron l'a installé dans le paysage français, et c'est très grave. Et deuxième discours beaucoup plus récent, puisqu'il date d'hier, celui qu'il a prononcé devant le Grand Orient, où il a renvoyé dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise, en parlant du Rassemblement national comme ceux qui confondent le soutien aux Juifs et le rejet des musulmans. C'est extrêmement grave de dire ça, a fortiori quand on est président de la République et qu'on prétend réconcilier la nation, ou en tout cas préserver tant que faire se peut l'unité nationale. Je rappelle qu'il y a eu 13 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, et qu'il n'y a pas une parole antisémite à reprocher à Marine Le Pen, ni une parole anti-musulman. Marine Le Pen a même dit, rappelez-vous, Gérald Darmanin lui a reproché d'être trop molle, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Je suis d'accord avec tout ça. Cela dit, et Dieu sait si on a des choses à reprocher au président de la République, moi je ne sais pas, alors que ce soit qu'on soit arrivé à cette situation et qu'il ait contribué à ce qu'il y ait pas mal de choses qui dégénèrent, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Je ne sais pas. Il a un pays qui est une poudrière. Quand on est président de la République, si on lui reproche tout, s'il est trop pro-musulman, s'il est trop pro-Israël, je ne vois pas la position qu'il peut avoir. Il faut avoir des couilles, pardon de le dire comme ça, mais il y a un moment... C'est quoi les couilles? C'est de dire les choses, c'est pas de faire du en même temps sur des sujets comme ça. Mais c'est forcément du en même temps, sinon t'as un pays... Mais si. C'est pas Est-ce qu'il est obligé de dire cette phrase que vient d'évoquer Judith? C'est-à-dire qu'il insinue que ceux qui iraient marcher, je pense qu'il ira lui-même dimanche, ceux qui iront marcher dimanche rejettent l'islam ou les musulmans, ce qui est totalement faux, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais comment il insinue une chose comme ça? Il a dit un truc comme ça parce qu'il a peur. Et il a peur que le conflit explose, et ça on sait très bien, je le sais de plein de sources, ministère de l'Intérieur et partout, que les banlieues, ça n'attend, c'est prêt à s'embraser et à généraliser. Là, il a raison. Donc vous pensez que dire que le RN social et juif pour rejeter les musulmans, c'est une façon d'apaiser les banlieues? C'est lamentable. J'ai tweeté que la classe politique se déshonorait en choisissant qui avait le droit de ne pas être antisémite. Donc, on va y revenir, c'est l'heure de la pub, mais vous aurez la parole. C'est ingérable pour le président quand même. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec Judith Weintraub, Éric Revel, Sophie de Menton et Thomas Alexhauser. Alors, Éric, nous parlions de cette marche avec ceux qui ont le droit de manifester, ceux qui n'ont pas le droit de manifester. Même le gouvernement ne veut pas du Rassemblement national. Tout cela est assez grotesque et on ne voit pas comment l'intérêt d'une cause peut se perdre dans des chicailleries. Malheureusement, parce que l'instant est grave, malheureusement, ça vire à la pantomime totale. Là où on avait besoin d'unité, on voit que tout est en train de partir en quenouille, etc. Le seul qui pourrait redonner, je pense, un peu de densité par sa présence à ça, c'est Emmanuel Macron s'il vient. Parce que là, ça obligera, je pense, c'est le chef de l'État, on en pense qu'on en veut, mais enfin, il est président de la République, c'est le seul. Sinon, je pense malheureusement qu'on va donner à l'extérieur et à l'intérieur, alors que l'antisémitisme atteint des niveaux, une image absolument pitoyable de ce qui devait être un mouvement d'unité nationale.
on est en plein désunion nationale entre les communistes qui vont défiler, mais pas au même endroit, les gens qui expliquent qu'ils vont défiler, mais avec le RN un peu plus loin, etc. Enfin, tout ça vire. Alors que sur des sujets aussi graves, il devrait y avoir une unité. Voilà, on devrait laisser la politique politicienne de côté. Il a même fallu, alors je ne sais pas si c'est un organisateur qui a dit, et surtout au premier rang, on ne mettra pas les leaders politiques parce que sinon ils vont jouer des coudes évidemment pour être sur la photo. Bon, excusez-moi, mais vu la gravité du sujet, mais bien sûr, mais vu la gravité du sujet, on était parti pour un mouvement, j'allais dire national, auquel tout le monde pouvait se joindre, un espèce de truc qui part en quenouille. On ne peut pas ne pas y aller. Obligé d'y aller. Thomas Alexhauser. Moi, je pense que Macron va y aller. Je ne comprends pas plusieurs choses. Je ne comprends toujours pas l'attitude invraisemblable de LFI dans toute cette histoire depuis le 7 octobre. Je ne comprends pas. J'ai dénoncé sous cette antenne l'attitude électoraliste de Mélenchon qui vise à capter le vote pro-palestinien, plutôt musulman dans cette affaire-là depuis le début. Vous ramenez ça, juste à de la stratégie électorale ? D'abord, c'est supposé que tous les musulmans seraient antisémites, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, c'est oublié que Jean-Luc Mélenchon utilise tous les codes de l'antisémitisme tout le temps. J'ai pu remarquer au moment des dernières présidentielles, et certains ont pu le remarquer, que certains votent dans des quartiers populaires ou dans des quartiers avec une majorité de... 69%. De l'électorat se déclarant musulman. Ont voté Mélenchon, et je considère que une partie de leur attitude est faite à des vocations électoralistes pour toucher et garder des circonscriptions qu'ils ont réussi à rafler par ces sous-entendus, ces attitudes qu'ils ont. Mais je pense qu'il y a autre chose. Depuis, Mélenchon a franchi un cap, je le dis et je le répète, à chacune de ses interventions, c'est le code de l'antisémitisme qui apparaît. Par exemple, quand il accuse BFM et Libération, de sous-estimer le nombre de manifestants à une marche de solidarité avec la Palestine, que dit-il ? Il dit le même propriétaire. Bon, accessoirement, c'est faux, puisque Patrick Drahi a vendu Libération à un fonds indépendant. Et c'était... je vais même pas réfléchir mais Patrick Drahi, il est quoi ? Il est juif. Ah bah oui, moi je fais pas attention. Et cette phrase hier aussi, son tweet annonçant qu'il n'irait pas à la manifestation, en parlant de la Macronie jusqu'à Braun-Pivet. Il ne cite pas l'Archer, il cite Braun-Pivet. C'était pris déjà à elle quand elle était en Israël avec une délégation parlementaire. Souvenez-vous de ce mot terrible, à mon avis, qui est le pire pour la tweet de Jean-Luc Mélenchon. Pas que. C'est quand Madame la présidente de l'Assemblée nationale a été en Israël. D'abord, il a dénoncé le fait qu'elle était en Israël et que donc elle donnait l'impression que la République française soutenait Israël. Mais surtout, il a eu ce tweet en disant qu'elle campait à Tel Aviv. Évidemment, camper. Et qu'elle encourageait le massacre. Ça renvoie à la Shoah. Je ne comprends pas qu'on supporte ça. Pourquoi il n'est pas devant un tribunal ? C'est la question que pose Véronique, qui est un soutien LFI, une auditrice. Elle me dit, s'il est antisémite, pourquoi ne pas porter plainte ? Ben oui. Pourquoi personne porte plainte ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Je voulais juste finir. Oui, Thomas Alexandre. Moi, je suis bien évidemment pas ravi de voir, et je ne veux pas l'empêcher, de voir les élus du Front National ou Marine Le Pen défiler. C'est mon avis personnel, je ne suis pas ravi, mais rien ne les empêche, et au contraire, la liberté dans ce pays, que chacun peut participer et prendre position. Mais cela n'empêche pas non plus d'expliquer, au final, l'attitude du gouvernement de dénoncer vise à victimiser, à faire monter sans arrêt le Front National. Moi, je suis pour qu'il marche, et tout en me rappelant que Marine Le Pen a été l'avocate de son père à de très nombreuses reprises. Mais ça reste le passé. Non mais attendez, je suis désolée, on va pas lui reprocher. Elle n'est pas antisémite. Vous remontez aussi à la Francisque, vous remontez à Bousquet. Et au pacte germano-soviétique pour le Parti communiste français. Je dis juste qu'il faut regarder les choses naturellement, que moi, je ne suis pas contre qu'il participe, mais gardez en tête que l'historique de ce parti politique. Elle est 10 fois plus anti-palestinienne que antisémite français. Mais donc quoi ? Donc vous êtes d'accord pour dire qu'elle ne doit pas manifester ? Non, je dis qu'elle doit manifester. Mais ça vous dégoûte. Ça vous dégoûte d'être à côté. Non, ça me dérange qu'elle y soit, mais que je ne peux pas l'empêcher, que c'est normal qu'elle y soit. Pourquoi ça vous dérange ? Vous devriez être content. Ça veut dire qu'un parti qui a été antisémite ne l'est plus du tout. Vous devriez être ravi. Non ? Continue à penser qu'elle a été l'avocate de son père à de nombreuses reprises. Mais
Enfin, aujourd'hui. L'avocate dans des tribunaux, dans des procès, hein, pas sur les chaînes de télé. Mais être avocate de son père il y a 30 ans. Aujourd'hui, est-ce que les Juifs sont menacés par l'extrême droite ? Ah non, par l'extrême gauche. Non, les Juifs ne sont pas menacés par l'extrême droite. Et est-ce qu'elle a viré son père en 2015 ou pas ? Oui. Oui, elle a fait. Et pour quelle raison ? Elle a fait ce chemin-là, mais je continue à pas dire qu'il est normal qu'elle soit là, mais que je ne suis pas non plus ravi qu'elle soit présente. Alors ça veut rien dire, ça se dit en même temps. Ça veut rien dire. Non, ça veut dire que je reconnais à chacun la liberté de manifester. Et vous ne trouvez pas que ce débat aujourd'hui il est gênant. d'arrière-garde ? Vous avez 13 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Elle est aujourd'hui en tête des intentions de vote. National chez moi, et quand je me retrouve avec lui, je le respecte et je reconnais sa place parmi le paysage, bien évidemment, et les élus présents. Après, il m'empêche que je continue à garder un regard négatif à titre personnel. Si je voulais juste rajouter une chose. Autant je pense que Mélenchon, je l'ai dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Mélenchon, autant je pense, j'espère, et d'ailleurs j'en suis persuadée, que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon seront présents pour défiler contre l'antisémitisme sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, oui, Eric. Et puis, je voudrais rajouter une chose. Évidemment, je pense aussi à tous les musulmans en France qui peuvent se sentir stigmatisés par la boucherie du Hamas ou l'islamisation, le champ d'épandage idéologique de l'islam politique. Qu'ils le disent. Mais ce qui serait bien aussi, parce que Judith a raison, il y a plein de musulmans qui ne sont pas du tout, évidemment, par définition antisémites, mais qui viennent à la manifestation contre l'antisémitisme. Oui, mais mieux. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire on est stigmatisé, on nous montre du doigt, et nous, en tant que musulmans modérés, nous souffrons en France, et ne pas s'associer à des grands mouvements nationaux, même si j'ai dit que c'était une pantomime. Donc, pourquoi avec une grande pancarte musulmans modérés. Non. Non, mais voilà que. Non, mais je reprends le terme. Vous vous souvenez, il y a plein de moments forts pendant les Gilets jaunes. On n'a pas vu cette communauté. Mais ils vous disent on n'a pas à subir d'injonctions. Ceux qui. Mais je ne dis pas une injonction. Je dis, je me mets à votre place. Vous devez souffrir de ce qui se passe en tant que musulman modéré, inséré, intégré dans la société française, pour laquelle vous travaillez, que vous chérissez et qui vous a donné beaucoup de choses. Montrez-le aussi quand il y a des mouvements d'unité nationale. Il ne le montre jamais. Je suis désolée, il n'y a pas de prise de parole. Et il y a eu différentes circonstances depuis des années. Et c'est vrai que on attend quand même que ces musulmans qu'on côtoie, qui travaillent dans nos boîtes, etc., qui sont choqués, ils ne s'expriment pas en tant que tels. Et moi, je trouve ça pas normal. Il y a quelques très rares exceptions. Je pense à Fadela Maroufi, qui est co-animatrice du Café Laïque à Bruxelles et maintenant à Paris, avec la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair. Fadila est une anthropologue, comme son nom l'indique. Oui, alors pour les auditeurs, je dis Sophie de Menton me fait signe, c'est tout petit. Oui, c'est très peu de personnes. Il y a des gens comme Zora Habitant, des gens. Il faut saluer d'autant plus leur courage. Ça, bien sûr. Voilà, faut penser à eux aussi. Oui, puis ils ont peut-être des risques. On va parler. Elle est menacée. On va parler de la. Mais vous avez vu le chanteur Vianney qui avait fait un simple tweet pour condamner l'attaque du Hamas, qui est menacé de mort, sa femme menacée de viol. Donc on peut effectivement a posteriori se dire que certains artistes peut-être ont peur et ont peut-être eu raison de pas s'exprimer. Mais c'est tragique d'en arriver là. Si beaucoup s'exprimaient, il n'y aurait pas ce exactement. C'est vrai, c'est assez juste. On se retrouve dans un instant. On va parler peut-être de la loi immigration dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Expert. Et on se mettra peut-être d'accord autour de la loi immigration qui est discutée en ce moment même au Sénat. Hier, le Sénat a voté la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. Eric, on vous a pas beaucoup entendu cette loi immigration et donc cette majorité au Sénat. J'étais en train de dire pendant la pub que ça servait à rien parce que l'Assemblée va détricoter le truc derrière. Oui, bien sûr. Bon, le Sénat, il a majorité de droite et c'est vrai que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, toujours et encore. Mais de là à dire que le Sénat ne sert à rien, non, ma chère Valérie. Il a été à l'origine de plein de sujets ces derniers mois, ces dernières années, et c'est le Sénat, grâce à des rapports faits par des sénateurs, l'histoire du recours au cabinet conseil. C'était sur la modification de la loi, c'était là-dessus. Mais
C'est un signe. Il y a un volet politique évident pour Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat. Ouais. C'est que, évidemment, si la façon dont le LR vont traiter la loi immigration et asile de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, ils jouent un peu leur avenir politique à moyen terme sur cette petite question. Vous voyez, donc c'est, pour eux, il y a beaucoup de stratégies, etc. Bon, ce qui est vrai. Ils sont muets de terreur. Et je pense que Sophie de Menton va être d'accord avec moi, puisqu'elle rappelait que j'avais dit déjà la chose, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une hypocrisie totale. Vous avez l'article 3 qui dit, on va donner aux salariés parfois illégaux des secteurs en tension de main-d'œuvre, des titres de séjour temporaires. Temporaires, chers amis, une fois que vous avez travaillé 3 ans dans un pays, que vous avez peut-être pris femme et enfants, vous restez. Bon. Ouais, c'est sûr. Deuxième chose, la fameuse circulaire Valls de 2012, qui régit la question. Je rappelle 2 choses. 1. C'est in fine le préfet qui décidait seul, après un empilage administratif, un parcours du combattant, etc., avec des patrons parfois peu scrupuleux qui prennent des gens de manière illégale avec des salaires bas, mais surtout, l'hypocrisie de la circulaire Valls, c'est que pour pouvoir instruire votre dossier et avoir un titre de séjour exceptionnel. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est exceptionnel chez Valls, c'est temporaire pour Darmanin. Il faut pouvoir justifier de plusieurs mois de travail. Bien sûr. Illégal. Or, comme vous êtes dans l'illégalité, en théorie, vous n'aviez pas le droit de travailler. Donc l'État incite à travailler illégalement. Je me bats là-dessus depuis toujours. Par contre, vous n'avez pas dit, Eric, qu'il y a une solution simple. On les a tous contactés, on les a vus. Il faut faire une green card, carte verte, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que vous montrez vous êtes engagé, vous montrez un contrat de travail, on vous donne un permis de séjour temporaire. C'est pas vous n'êtes pas légalisé. Un permis de séjour pour exercer le temps qu'il faut ce contrat. Je pense que Sophie, vous voulez pas dire green card. Vous voulez pas dire green card parce que green card, ça vous donne la possibilité, quand vous l'avez et que vous êtes citoyen étranger, de travailler tout le temps aux États-Unis. Tant que vous l'avez, tant qu'il y a un contrat. Ce qu'ont les gens qui travaillent de manière épisodique aux États-Unis, ils ont des visas de travail. Des visas de travail. Mais aux États-Unis, quand votre visa est périmé, épuisé, si vous partez pas et qu'on vous chope, vous êtes expulsé. Absolument. Voilà. Donc des visas de travail. Oui, des visas de travail. Thomas, on parlait donc des allocations familiales, la fin des allocations familiales et des aides au logement pour les étrangers, pour les Français, pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. Alors ça c'est beaucoup, mais il est évident qu'on a un système social qui nous plombe complètement et qui, là quand on parle d'appel d'air, je supporte pas l'appel d'air, quoi qu'on fasse on vous dit c'est un appel d'air. Là franchement les gens qui viennent se faire soigner, j'ai la standardiste de mon bureau qui disait je pars pas cet été, il y a la famille qui vient. Je dis ah bon pourquoi? Il me dit ils vont se faire soigner. Donc il y a un abus absolu des prestations qui sont déjà trop généreuses même pour les Français. Il y a un abus total. Donc là, je pense qu'il faut faire quelque chose, mais je suis pas en mesure de dire combien il faut, ce qu'il faut leur enlever, etc. Non, mais après on peut pas dire ma secrétaire ou machin. C'est pas, je comprends ce que vous dites, mais c'est à l'échelle. Non, les gens viennent se faire les gens viennent se faire soigner. Mais les gens, c'est ce que je répète depuis le début de la semaine où on a reçu Gérald Darmanin ici, qui disait oui, il y a des gens qui sont à l'AME depuis 10 ans, mais que ne les contrôle-t-on pas? Il y a un problème de contrôle. Un auditeur me disait, moi je dois me faire un bypass, il y a 3 Marocains, eux ils ne payent rien, moi je dois payer 800 €. C'est vrai. Mais où est-ce que je dis sur cette mesure, il faut juste rappeler, je veux juste parler de la loi dans son ensemble. Là, ça sort du Sénat. Le Sénat, il n'y a pas de majorité absolue. C'est une majorité de la droite et du centre. Et la droite et le centre n'étaient pas d'accord sur le texte final qui a été validé. Et l'accord prévoit quand même que les métiers en tension, n'y ait pas d'automaticité. Oui. Parce que ce qui était proposé par le gouvernement, c'était de rendre automatique, en cas de métier en tension, le fait de pouvoir venir. Là, ce qui a été voté au Sénat, c'est de retirer l'automaticité. Après, il va y avoir un moment de vérité. Qu'est-ce que le gouvernement va être prêt à faire ou pas avec les représentants à l'Assemblée? Sacha Houlier, le président de la Commission des lois, a dit qu'ils allaient tout bazarder ce que le Sénat avait validé pour revenir au texte d'origine. À un moment donné, il faut que Macron dise qu'est-ce qu'il est prêt à faire ou pas, de passer un texte validé en accord avec la droite ou pas. Parce que si à un moment la droite n'est pas satisfaite du texte, elle ne la votera pas, et dans ce cas-là, la loi ne sera pas votée, puisqu'il faut les voix de la droite pour que le texte soit voté, à moins de faire un 49.3 mais ils sont sur la loi ils ne sont pas d'accord entre eux au sein du parti sur ce sujet. Oui, c'est ce que je dis.
Non, Judith, elle n'a pas d'avis sur le sujet. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un autre sujet, je voulais revenir, mais ça se fait peut-être pas le moment. Vous vouliez revenir sur... oui, je reviens sur la marche, parce qu'en fait, le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, vient de faire une déclaration que je trouve vraiment très regrettable, en disant qu'il ne souhaitait pas, lui non plus, que le RN participe à la manifestation de dimanche, mais surtout en accusant le RN d'instrumentaliser cette marche, une forme d'instrumentalisation qui est indécente, dit-il, en disant le RN savait qu'en annonçant sa participation, il créerait la polémique. Je rappelle que quand Jean-Luc Mélenchon fait son premier tweet pour dire qu'il ne participera pas à la manifestation, il le fait en disant c'est une manifestation de soutien au massacre qui est en train de se produire à Gaza. C'est une manifestation de soutien à l'épuration ethnique menée par Israël. Donc je trouve très dommage que Jonathan Arfi, président du CRIF, c'est dramatique ça, continue dans les mêmes travers qui décrédibilisent vraiment la parole du CRIF auprès de pans entiers de la population. C'est absolument lamentable. C'est lamentable. On est vraiment dans un... C'est dingue. Mais pour continuer sur la marche, ça va tourner au fiasco. J'espère que ce sera que le fiasco. Avec des discours comme ceux-là. J'espère que ça ne tournera qu'au fiasco, que ça ne va pas être un lieu de bagarre. Non, ça pourrait être un lieu de mobilisation. Oui, non, mais j'espère et que des gens passent outre toutes ces polémiques ridicules. Il y a un président du CRIF qui a été formidable, c'est Roger Kuckerman, qui en 2003, il y a 20 ans, a dénoncé l'alliance brun-vert-rouge en matière d'antisémitisme. Mais c'est David Guiraud de la France Insoumise qui parle de nettoyage, de soutien au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Non, mais le premier tweet de Mélenchon, alors je peux vous retrouver les mots exacts, mais c'était de la même eau. C'était de la même... il n'était pas du tout question du RN. Ce qui est épouvantable, c'est qu'un camp et l'autre se retranchent derrière ces excès des prises de parole officielles. Arrêtez avec votre dos à dos, un camp et l'autre. Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire un camp et l'autre ? Non, je dis qu'il y a deux, ils vont se battre entre musulmans et juifs. Non, c'est pas ça. Attendez que je finisse ma phrase. Ça n'est pas ça. Je dis que ces prises de parole diverses, des gens qui ont un poids, comme le patron du CRIF, alimentent. Il y a des gens qui vont dire, vous voyez, il a dit qu'il faut pas. Je veux dire, alimentent et influencent l'esprit des gens. C'est pour ça que je parle d'un camp et l'autre, parce que franchement, entre Mélenchon et oui, ça s'appelle, je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, des opinions différentes et opposées. Je pense qu'il y a une forme de manipulation implicite des élites, entre guillemets, des gens dont on reprend la parole, que ce soit au niveau politique ou même au niveau, comme on vient de le voir, du président du CRIF. C'est dramatique, ça. Alors, ça met de l'huile sur le feu. Il dit pas non plus qu'il va pas défiler. Non, il le dit heureusement, il ne manquerait plus que ça. Mais Jonathan Arfi ne représente pas les Juifs de France de la même façon que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas les musulmans de France. Heureusement. Le CRIF représente plus les Juifs de France. Le CRIF, non, c'est un truc institutionnel. Ah bon ? Écoutez, moi, je croyais que ça allait représenter. J'ai de très bons amis juifs qui n'y mettent jamais les pieds. Je pense à Gilles William Goldnadel en particulier pour cette raison-là. Pourtant, ils sont reçus, ils reçoivent tous les ans. Enfin, moi, je pensais que c'était très institutionnel et très représentatif. C'est très institutionnel, ça n'est pas représentatif. On peut redire un mot de cette loi immigration, qu'elle va en être. Qu'elle va en être. Sous le coup de l'émotion. Qu'elle va en être l'issue et. Alors, c'est pas, va réussir, pour parler de la loi immigration, c'est pas impossible qu'ils doivent la remballer. Vous pensez ? Ah oui. C'est-à-dire que, en fait, ça va se jouer à la fin entre la peur de la droite de se retrouver devant ses électeurs dans un contexte qui ne lui est vraiment pas favorable. Je parle évidemment des Républicains, au cas où il répondrait par une motion de censure à un éventuel 49.3 du gouvernement, et la peur du PS, qui a quand même laissé entendre qu'il ne voterait pas une motion de censure déposée par la droite. Donc ou 49.3, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable en l'état du débat, ou abandon du texte, et ça sera pas la report. Sauf si la majorité au pouvoir. Il n'y a pas de majorité. Sauf si le gouvernement ou le parti présidentiel fait le choix de se soustraire à une partie de ses effectifs parlementaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne donne pas raison, par exemple, à Sacha Houlié. Ça veut dire qu'il garde le texte de la droite et il se coupe de son aile gauche. Voilà. D'accord.
Eric, moi, je suis quand même inquiet parce que, si vous voulez, l'accumulation, l'addition de 49.3, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne pas la meilleure image, même si c'est constitutionnel, d'une démocratie vivante. Et comme on est déjà pas mal amoché en interne avec toutes les fractures que l'on vit et que l'on subit, avec une Assemblée nationale souvent inopérante dans l'invective, je me dis que décidément, chers amis, et pour conclure, ça va pas très très bien, quoi. Voilà. Moi, je suis pour le respect de la Constitution, mais l'abus du 49.3, je vais vous dire, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes. Elle a dit qu'elle ne ferait plus de 49.3, hormis pour les textes financiers et budgétaires. Ah oui. Aussi, bah oui, mais elle va le faire. C'est pour ça que j'évoque la possibilité d'un abandon du texte. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je voudrais des solutions. Qu'est-ce que vous feriez? Oui, je suis assez d'accord. Dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. Bon, à suivre. De toute façon, quel est son risque? D'avoir une première ministre qui n'a qu'une majorité relative et qui est obligée de passer en force, ou d'avoir une cohabitation avec un premier ministre qui fera passer des lois à l'Assemblée nationale. Alors il aura un Premier ministre Front National? Ah mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Ça peut être rigolo. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui avait dit qu'il serait Premier ministre après les présidentielles? Non, mais je suis d'accord, il y a un moment où il va falloir arrêter. Eh bien, à suivre. Bon. Merci à vous et on se retrouve demain. Merci, tout de suite, c'est André Berkoff. Très bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.